Bonjour Safa Fati. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au marché de la poésie 2024, 41e édition. Nous sommes chez toi. Et est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Qui est Safa Fati? C'est quelle question difficile parce que nous sommes les dernières personnes censées pouvoir nous présenter. Donc souvent quand on se présente avec le nom. Or le nom pour moi c'est problématique déjà. Et donc j'ai dû choisir mon nom de famille, qui est en réalité le prénom de mon père, puisqu'on n'a pas de nom de famille en Égypte. Et ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu avoir un nom grec. Donc j'ai ajouté, surtout ça, un de mes livres qui ont sorti l'été dernier, pardon, et le nom Argyros, qu'on a mis entre parenthèses. Donc comme c'est moi qui ai choisi le nom de famille, j'ai choisi un autre nom de famille. Or, évidemment, c'est compliqué pour un écrivain en mi-carrière, comme je suis, puisque c'est ce que m'a dit un ami, un de mes traducteurs, qui a traduit ce livre-là, Pierre Joris. Il m'a dit non, ne fais pas ça, c'est pas bien, on va pas pouvoir t'identifier. Et or, j'ai des ressources dans ma poésie, et une de ces ressources, évidemment, c'est Pessoa. Et Pessoa, il a changé de nom je ne sais pas combien de fois. Donc il avait de multiples identités, comme tout ça. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne le nom. Les langues, alors j'écris dans plusieurs langues, et je n'ai pas choisi, c'est comme ça, c'est les langues qui m'ont choisi. Donc j'écris en arabe évidemment. Mais j'écris aussi en anglais, j'écris en français. Et j'ai dû écrire la poésie dans ces trois langues. Oui. Quand tu as commencé à écrire? Quand j'ai commencé à écrire, à 8 ans. Et comment? Alors, comment? C'est un peu romantique, hein, c'est un peu genre un peu mielleux, quoi. Mais disons, mes grands-parents, les grands-parents maternels, ils avaient une très grande maison, une très belle grande maison, à la campagne. Donc on passait tous nos étés à la campagne, aussi les vacances le mi-semestre, tout ça. On passait tout ça à la campagne. C'était l'hiver, et il y a une lumière magnifique là-bas, dans le sud. Et j'étais sur le toit. On avait une terrasse assez incroyable, et on était sur le toit dans le village. Puis je passais comme ça, toute seule. Puis il y avait une petite lumière qui venait du côté de mer de Joseph, ce qu'on appelle la mer de Joseph, qui est en fait une branche du Nil assez antique, qui côtoie le désert. Et devant cette branche, il y a les champs. Et le désert, c'est des dunes de sable très dorées, comme ça. Et cette lumière comme ça, très crépusculaire, assez douce, assez, comment dire, révélatrice de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et elle était là, et puis je suis saisie par ce que je vois. C'est-à-dire les dunes de sable, à côté de l'eau, à côté de champs, dans le silence absolu presque. Absolu, il n'y a jamais de silence absolu, mais dans une forme de silence assez intense. Et là, j'ai écrit mon premier poème. Et tu l'as gardé? Non, j'ai perdu beaucoup de poèmes. J'ai perdu beaucoup de ce que j'ai écrit en Égypte. Parce qu'on était souvent saisis par la police politique. Et donc les écrits, il ne fallait pas les avoir chez soi. Et donc comme j'ai aussi dû changer de pied, comme j'ai perdu ma bibliothèque, j'ai perdu aussi mes manuscrits aussi. D'ailleurs, la police politique aime beaucoup lire aussi, d'ailleurs. Ils aiment beaucoup, pas lire, mais j'ai trouvé des accusations à partir
partir des titres ou quelque chose. Je n'ai jamais vu, comme on dit, une bonne lecteur, comme une police politique. Ils lisent ligne par ligne, jusque, comme on dit, sous-entendu. Mais tu sais, Brecht le dit, hein, il dit ouais, mais j'ai jamais été aussi comme parce qu'elle est au parade Katsu et c'était interdit. J'ai jamais été aussi bien compris que par la censure. C'est comme ça. Et premier poème et premier recueil publié, je crois que c'est en arabe, c'est une autre date, en français c'est une autre date, en anglais c'est une autre date. Oui, oui. C'est-à-dire que j'ai eu aussi un moment d'interruption assez importante quand je commençais à être militante. Donc c'est comme si mes rêves d'écriture étaient remplacés par mes rêves de révolution. Donc, comme si quelque chose, et ce n'est pas exprès non plus, c'était des choses comme si les rêves de révolution, j'ai mis ça au pluriel, effaçaient toute individualité, si vous voulez. Et jusqu'au moment où j'ai compris que ces rêves de révolution elles pouvaient être des rêves de terreur. Donc le moment où j'ai compris ça, mais je l'ai compris quand j'étais en Allemagne de l'Est. Parce que je vécu en Allemagne de l'Est, derrière le mur. J'ai recommencé à écrire. Et bon, je n'ai pas arrêté. Et première publication, c'était quand? Alors, les publications, j'ai commencé, disons, les premières publications dans les années 80 avec des poèmes éparses. Mais le vrai recueil, enfin, des problèmes épars, c'est des poèmes que j'ai utilisés une partie dans mes livres qui viennent de sortir en anglais ou en français, tu vois. Mais c'était des poèmes. J'avais honte. J'étais très très timide, j'avais honte. Je ne pouvais même pas lire mes poèmes. Je ne pouvais pas aller chez un éditeur. C'était des amis qui m'ont publié les poèmes comme ça. Et puis à travers des amis que j'ai pu voir un éditeur pour le premier recueil. Et au début, je n'arrivais jamais à lire mes poèmes. Je donnais ça à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, lisez-moi. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas dire ça aux gens non plus. Je ne pouvais pas dire que j'écrivais la poésie. C'était comme un secret. Donc, on peut dire en arabe 93 et en français dans le début des années 2000. Donc, moi, je parle de recueil parce qu'il y a eu des publications avant. Donc, des revues, des choses comme ça. Et en anglais, on peut dire, il y a 17 par là. Et comment tu écris, crées, construis ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique finalement? Disons que quand j'écris la poésie, c'est qu'il faut que j'ai les deux premières lignes dans la tête. C'est une impulsion, hein, c'est une poussée, c'est une impulsion, c'est pas quelque chose qui planifie. Ensuite, je planifie, hein. Mais l'impulsion, la poussée, c'est là où je dis, c'est là où on peut dire que la poésie est dictée. C'est là où il y a toutes les théories de la poésie en tant que traduction de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et donc c'était comme un jet d'inspiration, une voix qui arrive, qui pousse. Et tu écris en arabe, en français et en anglais à la fois, n'est-ce pas? Ou bien parfois tu écris directement en arabe, après que tu fais une version peut-être française et anglaise, ou quelqu'un traduit tes poèmes? Non, j'écris directement. Non, il y a quelqu'un qui traduit les poèmes que j'écris en arabe vers l'anglais, au français, au espagnol, au portugais, au japonais, ou j'en sais rien. Mais quand j'écris directement, bon, il se trouve que moi j'ai vécu très longtemps en anglais, à la maison ici. Mon ex-mari, pas mon ex-mari, enfin on n'est pas divorcés, mais disons on vivait ensemble, maintenant on ne vit plus ensemble depuis un an. Il est écossais
Donc, on s'est rencontrés en anglais, donc moi je parlais l'anglais quotidiennement à la maison. Donc c'est une langue vivante pour moi. Ensuite, il y a le français qui est une langue aussi vivante puisque je vis en France depuis très longtemps. Et j'ai fait ma thèse en français, et j'ai fait beaucoup de films en français, enfin voilà. Et puis, c'est une langue que j'ai commencé à apprendre, le français, quand j'étais toute petite. Genre, même pas 5 ans, oui, 4-5 ans, quoi. Et donc, c'est une langue assez archaïque pour moi, assez ancienne. C'est pas une langue comme ça, c'est une langue qui résonne dans mon inconscient. Et l'anglais, donc, il me résonne aussi dans mon inconscient, dans le sens où j'ai vécu dans cette langue. Puis l'arabe, qui est une langue, comme vous savez, c'est une langue morte. Donc, on écrit l'arabe littéraire, on n'écrit pas l'arabe parlé. Donc c'est une langue comme le latin, quoi. Donc c'est pas du tout une langue qu'on parle. Donc c'est des structures grammaticales, syntaxiques, une rhétorique aussi, de vocabulaire, une construction très différente de la langue parlée. Et donc c'est aussi comme une langue étrangère. Et moi, en plus de ça, c'est que moi je parlais un patois local, parce qu'on vient du sud, et mes parents, les deux viennent du sud. Ils ne voulaient jamais parler la langue du Caire, qui était la langue du film, de chansons, tout ça, qui est la langue dominante. Et bien, voilà, bien qu'on a vécu une bonne partie de notre vie ensemble, dans des endroits où on parlait la langue du Caire. Ils ne voulaient pas parler ça, donc du coup la scission était aussi, comment dire, à l'œuvre, parce qu'on parlait une langue à la maison, on parlait une autre langue à l'extérieur de la maison, et qu'on ne pouvait pas, surtout pas, se tromper, parce que si on parlait le patois local à l'extérieur, c'est que nous sommes des paysans, des retardés mentaux, des gens qui sont vraiment pas respectables du tout. Et si, de l'autre côté, on parlait la langue, on parlait d'or, on parlait à la maison, à ce moment-là, on devient un snob, et comme ça, des mécréants, ainsi de suite. Donc j'ai vécu avec l'idée que j'ai une langue qui est la mienne, mais qui n'appartient à personne d'autre. Voilà. Et les poètes, les auteurs, les gens qui t'ont marqué, influencé, ou bien qui ont laissé une trace dans ta littérature, dans ta poésie, dans ta création? Écoute, moi, la poésie, vraiment, 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 moi j'ai étudié la poésie britannique, anglaise, quoi, de langue anglaise, donc quelqu'un comme Yeats, c'est quelqu'un de très important pour moi, mais aussi les Allemands. Donc tu vas trouver que les Arabes, ils n'étaient pas vraiment des références pour moi, quoi. Et donc les Allemands, Paul Celan surtout, c'est toute l'école expressionniste allemande, et Paul Celan surtout, c'est quelqu'un qui reste pour moi une source d'inspiration absolument inépuisable. Et voilà. J'ai aimé beaucoup aussi mes contemporains, parce que tu vois, j'ai l'impression que souvent on pense que être inspiré, c'est toujours inspiré par le passé. Mais je peux être aussi très inspirée par mes contemporains. Des amis qui écrivent, qui je trouve super. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur la poésie égyptienne contemporaine. J'ai fait plusieurs conférences là-dessus, plusieurs études. J'ai traduit des poètes. Je présente des poètes. Tout le temps, je fais quelque chose envers la poésie égyptienne contemporaine. Et qui m'inspire, mes collègues m'inspirent beaucoup. Donc il y a ça, aussi des Arabes, aussi des écrivains de langue arabe, contemporains également, m'inspirent beaucoup.
Donc ça, puis les Américains, les amies américaines, par exemple, tu vois, la poésie américaine est très vivante en ce moment. Et donc voilà. Et c'est quand il y a un bon poème, c'est toujours une inspiration, c'est toujours une découverte, c'est toujours un événement. Un événement très beau, très beau. C'est comme une espèce de porte qui s'ouvre encore et encore vers là où on veut aller sans savoir où. Et ta thèse était sur quoi? Ma thèse était sur le théâtre anglais contemporain et en comparaison avec le théâtre épique donc de Brecht. Donc c'était un peu... Moi j'étais au département d'anglais, mais c'était comme une littérature comparée quoi, avec Brecht. Il fallait étudier Brecht, j'ai appris l'allemand un peu aussi pour ça. Après, tu as continué aussi cette activité universitaire Oui, j'ai continué, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, parce que j'ai fait une licence de théâtre à Paris 8, alors que je faisais ma thèse à Paris 4, sur la voie. Et donc j'ai fait une licence de théâtre, donc j'ai monté des pièces, j'ai fait des marionnettes, voilà. J'ai fait des sonographies, j'ai fait des décors, j'ai fait des costumes, j'ai joué. Et j'ai fait aussi une autre licence de cinéma. Et dans le cinéma, qu'est-ce que tu as fait exactement? Qu'est-ce que je fais? C'était tout à fait par hasard, et des amis anglais, écossais, on se rencontre comme ça à Londres, puis il me dit, tu veux pas travailler sur un film? Je dis, on verra. Voilà. Donc je rencontre la réalisatrice, qui était une Britannique, qui me dit, voilà, on va aller en Égypte, on va faire ça et ça et ça, est-ce que tu veux venir avec nous? Je dis oui. Elle m'a donné le scénario, donc j'ai regardé le scénario. Et puis ensuite, on est allé faire ce qu'on appelle l'investigation, tu vois, la préparation. Et là, je suggérais des trucs, des endroits pour filmer, des gens pour filmer, etc. C'était un documentaire pour Channel 4. Et donc, on a fait ça. Et je me suis trouvée à avoir un rôle assez déterminant, dans le sens où elle ne comprenait pas l'arabe. C'est moi qui disais quand on filme et quand on ne filme pas, donc couper, tourner. Et on était en Super 16. Donc, et donc j'ai appris aussi à mettre tu vois, à mettre les pellicules et tout ça. C'était quelle année? 90 par là. Et donc j'ai appris le métier un peu sur le tas, si tu veux. Puis ensuite, je me suis formalisée ça avec une licence. Là, on a fait des films de fin d'année, et là, j'ai choisi de faire un film sur Douaneau. Mais pas un film sur Douaneau. J'ai fait une histoire à partir des images de Douaneau. Donc, il fallait reconstituer l'époque. Donc, les enfants, ça, les laits, machin, les bouteilles de vin avec le garçon qui marche avec, et tout ça, noir et blanc, les costumes avec, tout ça. Il fallait trouver des enfants qui veulent bien jouer. C'était pas si facile. Et puis aussi reconstituer le décor d'époque. Ce qu'on a fait à peu près, tu vois, c'est une rue comme ça, tu peux faire. Et tu parles, déjà tu es trilingue au moins, même tu es trilingue avec les langues de Caire, les langues les plus populaires. Mais tu dis et tu comprends encore des autres langues aussi peut-être, n'est-ce pas, après tout? Ben, oui, je lis l'allemand, je lis l'espagnol. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone, si tu suis arabophone et anglophone? Quand tu étais dans tout ça, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Ou bien tu peux choisir une de ça, puis je ne suis pas experte, mais moi je ne peux jamais évaluer un truc tant que je n'ai pas étudié, donc je ne l'ai pas étudié. Et j'ai étudié un peu la poésie égyptienne, et puis là, récemment,
Il y a une amie qui est traductrice, peut-être la connaît, Catherine Farhi. Oui. Et elle faisait une anthologie de la poésie égyptienne et je me suis trouvée à lui proposer donc de poètes qu'elle ne connaissait pas. Et j'avais fait un cours à King's College il y a 12 ans à Londres sur la poésie égyptienne. Donc ça je ne peux pas en parler, mais qui est une école très vivante, hein, très, très riche, très vivante, beaucoup de voix féminines, beaucoup. Nous, à l'époque, nous étions quelques-unes, tu vois, on était trois, en gros, à faire de la poésie, quoi. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de voix, beaucoup de femmes, jeunes femmes. Ils font de très bons travail. Et il y en a une qui était une très, très, très grande amie à moi. Il s'est suicidé cet hiver, au mois de décembre. Et là, je vais lui faire un livre en français. Là, avec Habib Tangour et l'édition Epic. D'accord. Epic, pardon. Elle s'appelle Amir Al-Adam. Donc voilà, ça je connais. Mais la poésie contemporaine française, j'ai des impressions comme ça. Alors pour les Américaines, un peu plus peut-être dans le sens où j'en ai beaucoup d'amis et je sais que c'est une scène très vivante. Très, très riche, et puis il y a beaucoup de voix féminines assez importantes. Et donc ça aussi, puis on avait un cercle de femmes poètes, enfin on a toujours, hein, et on se réunissait, il y a des voix magnifiques, très très belles. Et donc la poésie française, je connais quelques-unes, mais quelques-uns aussi, mais je ne suis pas très à même à dire exactement de quoi il s'agit, quoi. D'accord. Et la traduction, et surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses en général? Tu fais des traductions aussi probablement, donc, n'est-ce pas? La traduction. De toute façon, la traduction est très importante parce que là, il faut toujours passer par l'épreuve de la traduction. On peut pas. La poésie doit se soumettre à la preuve de traduction. Tu sais très bien ça, parce que là, on voit. Il y a quelque chose qui. C'est une épreuve, donc je dis l'épreuve de la traduction, c'est une épreuve. Et on voit comment la traduction, comment la poésie réagit à ça, à l'épreuve de notre langue et notre culture. Et donc c'est une activité qu'on fait tout le temps, non? D'une certaine façon, on fait ça tout le temps. Donc de traduire à la fois des poèmes, je ne peux pas m'empêcher. Quand j'ai par exemple des amis, là il y a un livre qui vient de sortir chez Appic, qui est un ami que j'ai suggéré, tout ça. Ça ne m'empêche pas de regarder comment c'est traduit. Tu vois, il y a toujours c'est comme une espèce une surveillance comme ça, une surveillance de comment les choses sont traduites. Parce que on a toujours ce problème de traduction, quoi. C'est toujours un problème, toujours un problème. Et là récemment, j'ai eu un livre qui est sorti aux États-Unis et je travaillais avec le traducteur beaucoup. Et là, je suis intraitable sur certaines choses. Sur d'autres moments, je suis flexible, mais certaines choses, je suis vraiment intraitable. J'aime pas du tout quand le traducteur commence à interpréter, à mettre des images ou de remplacer un mot par un autre, ou à supprimer une ligne, ou toutes ces choses-là, c'est vraiment impossible pour moi. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Qui compte, monsieur tout le monde? Pour nos vies, mais pour les autres? Pour la langue, déjà. N'importe quelle langue qui n'a pas de poésie, c'est pas une langue, déjà. Et la langue, ça appartient à tout le monde. Alors, il y a des moments où on a plus besoin de poésie que d'autres. Souvent, c'est que la poésie, il faut qu'elle soit dite aussi. Il faut de la voix.
Donc il y a beaucoup de performances, hein, comme tu sais, maintenant on fait beaucoup de performances, et là il y a un public pour les performances. Mais elle s'y lit difficilement pour certaines personnes, surtout notre poésie contemporaine, parce que c'est une poésie qui est exigeante, qui exige beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'écoute, beaucoup de possibilités spirituelles, disons. Mais alors, moi je trouve que le rôle de poète, si on parle du rôle de poète comme le rôle de traducteur de Benjamin, ou le tâche de traducteur, c'est de pouvoir, à travers les mots, adresser les personnes, enfin les destinataires, au plus intime de soi-même. D'adresser là où il n'a pas accès lui-même presque, ou elle-même. Et de le faire découvrir ces endroits-là, qui sont en lui, comme tout le monde. Je crois que la poésie, c'est une affaire pas seulement des poètes, mais de tout le monde. Mais de s'acheminer vers ces espaces inconnus, qui le monde contemporain travaille beaucoup à faire taire, et de découvrir en soi ces lieux-là, ces lieux inaccessibles à soi. Et c'est un moment de communion, c'est un moment beau, c'est un moment de communion. Quand j'étais à New York là récemment, et je trouvais ça un des compliments les plus magistrales que j'ai jamais reçus. J'ai fait une lecture et une dame qui est venue du public, et je fais cette lecture en arabe. Elle m'a dit, j'avais l'impression de comprendre l'arabe. Et ça, c'est que le sens lui a apparu appréhendable. Ça l'a touché sans avoir quels sont les mots qui le portent. Et le théâtre? Et le théâtre, et le cinéma, et le... voilà, je l'écris. Donc, comme on sait, hein, le théâtre, la poésie, c'est la même chose. Hein, la poésie est née dans le théâtre. Hein. Donc, voilà, je l'écris. J'ai arrêté de faire de la scène, mais j'ai écrit. Un peu plus détaillé, s'il te plaît. Ouais, je suis restée longtemps à faire des mises en scène, à travailler de metteur en scène. Et moi, ce lieu d'apparence ne me convient pas. J'ai trouvé que là, en plus, moi, je ne suis pas actrice du tout. Et donc, plutôt de la mise en scène, non, c'était au bout d'un certain temps, donc c'est un rêve de jeunesse. Je voulais souffler la vie dans des textes à travers des acteurs, avec des objets, et tout ça. Et souffler la vie, le mouvement. Et j'ai compris à un moment donné que cela, je n'étais pas appelée à faire ça. J'étais appelée à faire autre chose. Et l'autre chose, c'est que mon écriture, je ne devais pas quitter mon écriture. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça dans le théâtre, l'écriture passe un peu au second plan. Donc j'étais appelée plutôt par mon écriture. Et puis, comme métier, je fais de la documentariste. Comme je n'ai jamais pu enseigner à la fac, j'ai pu au moins faire ça. De faire des films documentaires. Et tu es joué dans quelle pièce? Tu as dit que certaines pièces tu es joué aussi. Ah, on avait fait par exemple Gombrowicz,
C'est un poète, lui aussi poète, mais un auteur polonais qui était en Argentine, qui a vécu en Argentine, un grand auteur. Et Gombrowicz, Enzo Corman, Shakespeare, des choses comme ça. Et tu n'étais pas, comme on dit, la dame qui passe derrière de scène, c'est tu jouais un rôle là-bas. J'ai joué et j'ai mis en scène aussi. Juliette. Non, j'ai pas fait Juliette. J'ai pas fait Juliette, mais je vais te raconter une histoire. J'étais dans l'Institut de metteur en scène à Berlin-Est. On était un groupe de 5. Et nous avions un professeur qui s'appelait Konrad Chidrich. Et donc, un jour, je ne sais pas pourquoi, et il commence à lire le mieux Juliette, en anglais. Il me donne toute la pièce à lire, toute seule. Et donc, ils étaient là tous, enfin tous les 4 ou 5. Et on a passé plusieurs heures. Et moi, toute seule, je lisais cette pièce. Et tous, ils écoutaient. Et, j'ai gardé un souvenir assez merveilleux de cet après-midi, cette journée, parce que je ne sais pas combien d'heures on a passé à faire ça. Mais voilà. Mais pourquoi tu me dis Juliette? Non, je dis comme ça, c'est Roméo et Juliette, il y a ça, il y a ça. Pourquoi ça. pas, c'est comme du Juliette, ça peut être aussi Juliette. Ça dépend de Roméo. Ça dépend de Roméo. Oui, bien sûr. Et c'était en fait une pièce que tu as récitée par cœur ou bien en Non, lisant? non, lire. Même je ne la lire. connais pas par cœur. Non, mais même c'est lire, c'est comme on dit, c'est assez difficile pendant des heures. Ah oui, oui, je sais pas, pause. ça m'a inspiré. J'ai lisé et j'étais très contente. Et là, ouais, tu sais, moi j'ai appris beaucoup des choses de Shakespeare par cœur quand même. Parce qu'on apprenait des soliloques, des parties par cœur. Et puis aussi, quand je faisais ma licence de théâtre, j'apprenais des choses par cœur. Et costume? Et le costume, quand on a fait Gombrowicz, on a fait des costumes. Tu oui, dessinais, oui, cousais, oui, tout? Oui. Et des marionnettes, on a fabriqué des marionnettes aussi. Tu étais comme une artiste joker alors, c'est comme on dit, on a besoin pour les costumes. Tu n'as aucune idée qu'est-ce que c'était, à quoi ça ressemblait la maison à cette époque-là, avec des têtes de marionnettes par terre, tous les outils, machin, tout ça. C'est extraordinaire, cette marionnette-là, c'est toi qui as fait? Non, c'est d'accord. rien du tout, ça, j'ai acheté ça en Mexique. D'accord. Mais j'en avais quelques marionnettes par là, mais je les ai jetées. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses? En fait, tu fréquentes au marché de la poésie depuis des années, au festival de Sète aussi, et tu viens plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire tes impressions? Qu'est-ce que tu penses? Ces deux événements parallèles mais un peu différents? C'est très important, ces deux choses. En fait, il y a aussi le DEF qui était avant Sète. Moi, j'aimais beaucoup le DEF parce qu'on habitait on était chez les habitants. Et aussi, il y avait Maïté aussi à l'ODEV. Et c'est une petite ville très jolie. Je trouve qu'il y a une meilleure énergie que Sète. Et puis cette chose d'aller vers les gens dans les endroits, c'est quelque chose d'important. Hein. Les festivals, ils sont faits par là, et puis les gens passent. Et puis là, c'est quand même très joli avec l'histoire du bateau, tu vois, des liens sur le bateau. Et ils ont des formules assez, que je trouve très jolies, très très jolies. Donc on travaille hein, quand même. On fait plusieurs trucs par jour. On travaille beaucoup, mais c'est bien. C'est bien. Avec à l'ODEV, une fois, j'ai fait, je sais pas, plusieurs heures avec une danseuse qui dansait en même temps. Ça, c'était très bon. Donc, ouais. Et la place des femmes en Égypte, surtout comme dit les femmes artistes, ça évolue ou Bien sûr, ça évolue. Maintenant, par exemple, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de voix qui surgissent. Tu sais, tu
connais la formule de Samir Amin, tu vois, quand il parle de pays de tiers-monde, c'est lui qui a, je crois que c'est lui qui a forgé le mot tiers-monde, qui dit une évolution quoi, complexe et combinée. C'était des formules, tu sais, de la gauche, quoi. C'est-à-dire que à la fois, tu as des choses très anciennes, très traditionnelles, très archaïques, qui sont très, en même temps, très liées à des phénomènes modernes, avancés, avec, disons, les moyens de communication actuels, hein, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça. Et ça reste toujours un pays. Alors il y a un phénomène, quand même nouveau en Égypte, c'est des gens qui écrivent en anglais en étant en Égypte. Il y en a. Ça, c'est nouveau. Il y a quelques-uns, une aussi, qui écrivent en anglais. Et puis, il y a ces voix féminines. Il y a aussi des voix d'homosexuels, donc des gays, qui puissent parler de leur expérience gay. Mais c'est lui qui a fait ça. Il était obligé de partir de l'Égypte parce qu'il était menacé de mort. Il est en Allemagne maintenant. T'as une diversité assez importante. Et c'est un grand pays, l'Égypte. Et il y a nous avons, comme les Syriens, nous avons un traumatisme moderne. L'Égypte, c'est son régime militaire. Une révolution qui a été réprimée plus ou moins dans le sang. Une répression mais vraiment féroce. Et il y avait ces jeunes personnes, c'était en 2011, ils ont vu la possibilité d'un autre monde, d'un monde où, disons, on peut dire ça, il y a des énergies qui se déploient autrement que pour juste survivre. Et là, tous les énergies sont juste pour survivre. Survivre à ça, parce que ça vient de partout. Donc ça, il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme, elle s'exprime, c'est très peu de poésie sur la révolution. Très peu. Mais il y a une forme de nihilisme qui apparaît justement à cause de ça. De ce traumatisme. Merci beaucoup, Safa. Je t'en prie, merci. C'est à toi. Oui, donc je vais lire un poème que j'ai écrit donc dans un livre qui s'appelle Sawratun wa Ha'it Na'buluhu, Révolution traverse des murs. Et c'est un poème qui, d'une certaine façon, dans une rupture, comment dire, une rupture épistémologique avec le livre. Mais d'une certaine façon, elle est venue se mettre dans le livre, je ne sais pas pourquoi, comme ça d'un coup, et j'ai dû ouvrir le livre avec. C'était quelle année, quelle maison d'édition? Ça, c'est une maison de Sharqiyat, et c'était en 2014 par là. Maintenant, je vais trouver ce poème. Et là. Alors, أريد أن أقول أنا لا أعرف الطريق إلى الجنة إن لغتي والناس
والرجل الجالس يتأمل خط السكة الحديد غارق فيما لن يعرفه أحد. وكان بيتي في مكان لا زلت أبحث عنه. لم يكن في هذه القرية التي شاهدت فيها أطفالا آخرين يولدون على نفس المرتبة الملطخة بالدم التي ولدت عليها، في نفس الغرفة التي كانت تزورها الداية بانتظام حين ذهبت بالقطعة وأخذت منك اللسان. رأيتني أبحث عن هذه المرتبة القديمة الملطخة بدمائي. كل من جاءوا ليزداد العدد بطفل آخر في هذا الركن. رأيتني حتى لا أبحث عن بيت لي أجعل من البحث غايتي. جفت لي دماء كثيرة مع كل مشرط امتد على غلافي، ومع كل مشرط يدخل إلي وأنا نائمة في البنك. أتمنى لو أن ساعات التخدير تضعني على النهاية التي قد نحسبها عندما تدخل على موقع ما على النت لتعرف ما هو هذا التاريخ عندما لا تكون مقابل $50. أريد أن أقول أني أكتب عن ما فاتني، عن دمي الذي ضاع، عن ضحكتي التي دخلت القناع، عن تلك الفتاة التي طردت لأنها تأوهت بالقرب من كثبان القمح وهي تدفع بالسر إلى أفواه البنات، عن البنت التي كانت ولم تكن الآن، وتلك التي رأيتها تحلق تحت سقف الصالة العارية من الأثاث والنار تشب في الجلباب تستغيث بسيدها، ثم تقف عارية أمام كل هؤلاء الرجال. أنا أقول لا أريد أن يكون لي أب أو أم أو من يضعهم على طريقي أو من يدس بهم إلى سيرتي، فأنا دونهم أبقى، وعلى الرغم منهم جميعا أكون. أنا لا أعرف الطريق إلى الجنة. أنا لم أعصمك من النار. أنا لم يقيموا علي حدا أو هذا العدم. أنا لن أذهب إلى من ذهب وقادم لا محالة. أنا كتبت السطر والعقد نقاطا من على الوجه. قلت هي واحدة من الناس كان ماضيها يحمل حاضره. الشارع الواسع ركضت وهي تحاول العبور. إنك مسافر مثلي، إنك دون الحياء تأتي بهذا الضوء، وإنها تلك الأسطورة التي قتلتنا. أطلق الرصاص، اقتل أيها الطائر الأخضر. تذهب بريشك إلى الأرض، تعبث بها ريح تهب من تلك الصحراء الغربية، مرتفعات رملية، نور أحمر تعبر علي من حيث لا تكون. هي الصحراء الغربية بيتون. هناك القضبان. القادم لن يأتي، بل هو زائر، بل هو مدعو إليك. يضع بقدمه يستحي. يذهب ساحرا إلى حيث تكون يقظتك أيها الساحر الأعظم وآمون. قل لي أين تبقي على رفاتك؟ أين أجد ما يدلني عليها؟ أيها الشيء، أيها اللا كيان، عندما وجدت غطت النار على الضوء. أكتب عن أينما تكون كي أفكر فيك، كي أتصور، كي أتخيل ظلك. أيها الكائن الأعظم، كن قليلا فأراك. Je vais les lire en français. C'est le livre donc Révolution traverse du mur, d'édition d'Arabuste, et qui est paru en 2017. Je ne connais pas la route du paradis, que ma langue, les gens et l'homme assis qui contemple la ligne du chemin de fer, plongé dans ce que personne ne saurait jamais été.
Ma maison était dans un endroit que je cherche encore. Elle n'était pas dans ce village où j'avais vu d'autres enfants naître sur le même matelas, taché de sang, sur lequel j'étais née. Dans cette même pièce, visitée régulièrement par la sage-femme, lorsqu'elles sont allées avec le morceau et appris ta langue. Je me suis vue chercher ce vieux matelas taché de sang de tous ceux déjà venus au monde afin qu'il y ait dans ce coin un enfant de plus. Je me suis vue non pas chercher une maison, mais faire de cette recherche ma voix. Beaucoup de sang s'est asséché à chaque coup de pistolet, atteignant ma peau, à chaque coup de pistolet, me perçant, endormi, anesthésié. J'aurais aimé que le temps de l'anesthésie me conduise au jour où on n'est plus le jour où vous pouvez calculer sur le net pour $50. J'aimerais dire, j'écris sur ce que j'ai perdu, sur mon sang disparu, sur mon rire figé dans un masque, sur cette jeune fille chassée pour avoir gémi près de dunes de blé, qui gavait de secrets la bouche de jeune fille, sur cette autre qui donc n'est plus, sur cette autre que j'ai vue virevolter sur le toit de salon vide, la robe embrasée par le feu. Elle appelle son maître au secours, se tient nue devant tous ces hommes. Je dis, je ne veux pas de père, ni de mère, ni qu'on le place sur mon chemin, ou qu'on le glisse dans mon histoire. Sans eux, je demeure, et malgré eux, je suis. Je ne connais pas la route du paradis. Je ne t'ai jamais préservé de l'enfer. La Shayara, sur rien ne m'a pas frappé. Je n'aurai pas celui que s'en est allé et nécessairement reviendra. J'écris des lignes, lécher les gouttes sur le visage. J'ai dit, elle est l'un de ceux dont le passé porte le présent. Elle galopait sur la large avenue, essayant de traverser. Tu es comme moi, aussi un voyageur. Sans pudeur, tu viens avec cette lumière. Ou bien, est-ce ce mythe qu'on ne tue? Tire, tue, oiseau cendreux. Tu vas avec tes plumes à terre, qu'un vent soufflant de Sahara disperse, dunes de sable, lumière pourpre, que tu traverses d'où tu n'es pas. Ce Sahara, notre maison. Là-bas, 2 poules. L'arrivant n'arrivera pas, mais c'est un visiteur. Il est ton invité. Pris de pudeur, où tu mets les pieds, s'en va enchanté. Là où est ton éveil, toi le sublime mage, à moine, dis-moi, où gardes-tu te restes? Où trouverai-je ce qui me l'indiquerait? Toi, la chose, la non-être. Quand ils sont apparus, les feux avaient recouvert la lumière. J'écris sur où tu es pour te penser, imaginer ton ombre. Toi, la sublime créature, sois un peu que je te vois. Et je vais lire ça aussi en anglais. Les mêmes poèmes. Donc, c'est Revolution Goes Through Walls, Split Level, Editions, quelle année? 2018.
I would like to say I don't know the road to paradise, that my tongue, the people, and that man sitting contemplating the railway lines in a deep meditation nobody will ever know existed. My house existed in a place I'm still seeking. It wasn't in this village where I witnessed other children being born in the same blood-stained mattress I was born on, in the same room to which the midwife regularly came when she went away with the bit and took away my tongue. I saw myself searching for that old mattress stained with the blood of all those who had already come into the world so there would be another child around here. I saw myself not looking for a house, but making the search for a house my way. So much blood dried like crust as each cut of the scalpel breached my skin, each cut of the scalpel piercing me as I lay deadened, anesthetized. I would have loved the time of the anesthesia to lead me to the way, to the day you are no more, a day you can calculate for $50 on the net. I would like to say. I write about what I lost, about my vanished blood, about my laughter frozen in Damask, about this young girl who was chased away because she sighed next to the wheat dunes that stuffed the young girl's mouth with secrets, about the girl who was and is no more, about another one I saw spinning under the ceiling of the empty living room, her dress on fire. She calls to her master to save her, and standing naked in front of all those men, I say, I want neither father nor mother, nor to have them put on my road or slipped into my story. Without them, I remain, and in spite of them, all I am. I don't know the road to paradise. I didn't save you from hell. Sharia, that void didn't strike me. I will not go to the one who has gone and will inevitably return. I wrote lines, licked the drops from the face. I said, she is one of those whose past bears the present. She dashed along the white avenue, trying to cross. Like me, you also are a traveler. Without coyness, you come with bearing that light. Or is it that mist that kills us? Should kill ash dark bird. Fall to the earth on your feathers, that a wind blowing from the Sahara scatters, sand dunes, purple light, that you cross from where you are not, this Sahara, our home, there two poles. The coming will not come, visiting rather. He is your guest. Suddenly shy when he sets foot, vanishes enchanted to where your awakening is. You, the sublime, make us. Aman, tell me where you keep your remains. Where can I find what leads me to them? You, the thing, the non-being. When they appeared, fire had covered the light. I write on your whereabouts, to meditate on you, to envision, imagine your shadow. You sublime creature, be a little that I may see you.